Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune éclipse du 7 août 2017, donc axe Verseau-Lion à 15 degrés, 18h10 heure GMT et donc 20h10 pour Paris. Pour nos amis du Québec, eh bien c'était 16h10, ce qui donnait pour Paris un ascendant à 22 degrés du Capricorne et pour Québec 13 degrés du Sagittaire, ce qui nous donne un ascendant pour vous, mes chers amis québécois, un ascendant qui va être pile poil sur la conjonction Saturne-Lune noire. Donc attention je dirais, à un certain nombre d'événements climatiques, mais aussi à une certaine possibilité pour certains d'entre vous, de choses pas nettes liées à l'étranger, ou alors de déconcentration, enfin des choses un petit peu compliquées, qui peuvent être la base de structures qui sont finalement, qui s'avèrent être peut-être pas très solides. Voilà, en tout cas, qui révèlent des parts d'ombre un petit peu compliquées. Mais pour le reste, je dirais que nous, on va étudier côté Paris, on n'a rien à vous envier parce que nous, on a un ascendant qui est conjoint Pluton, et donc ça va secouer aussi, ça va secouer. On rentre dans une période qui est une période intéressante, puisque donc c'est cette éclipse, cette pleine lune éclipse, c'est la première des deux qu'on aura pour le mois d'août. Vous vous souvenez qu'en février dernier, on a eu exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a eu, autour du 11 février, je crois, une pleine lune éclipse, et le 26, on a eu une nouvelle lune éclipse solaire également. Donc, là, c'est à 15 degrés dans l'axe Verseau-Lion. Donc, on peut dire que les deuxièmes décans des signes fixes, donc les signes fixes Verseau, Lion, Scorpion et Taureau. Alors, je me suis rendu compte que je parlais des signes fixes, des signes mutables et tout, mais que je donnais pas souvent finalement les composantes essentielles. Alors, un signe fixe, c'est quelqu'un, donc Lion, Verseau, Scorpion, Taureau, qui, quand il va avoir un objectif, il va peut-être avoir du mal à l'avoir, cet objectif, il va mettre le temps à se poser sur son objectif, mais ensuite il va le verrouiller. Il va avoir du mal à le démarrer, il va le verrouiller, mais une fois que le truc est verrouillé, il est sur des rails et il va aller au bout. Ça, c'est la ténacité des signes fixes qui ont la capacité d'aller chercher vraiment très très loin et de garder le cap. Voilà, c'est leur grande qualité. Les signes mutables, ils sont mutables, donc eux, leur grande difficulté, c'est justement d'avoir cet objectif, de le définir et puis de le garder. Et puis quant aux signes cardinaux, donc qui sont Capricorne, c'est les Capricorne, Cancer, Balance et Bélier, eux, ils démarrent des choses, mais dans la durée, après ils ont des doutes. Donc pour démarrer, pour vraiment, alors il y a la notion du Capricorne, lui, il démarre et il va jusqu'au bout. Mais il va jusqu'au bout tellement lentement qu'il a 10 000 trucs à faire au milieu, quoi. Donc voilà, il y a toujours la facilité pour les signes cardinaux de démarrer quelque chose et ensuite de faire autre chose et de redémarrer encore autre chose. Bon, pour la balance, on démarre et puis on hésite. Hein. Le bélier démarre très fort, le cancer aussi démarre très fort, mais il a du mal dans la longueur, à pas se laisser bouffer par ses émotions, etc. Et quant aux signes mutables, c'est la Vierge, le Poisson, le Gémeaux et le Sagittaire. Eux, ils sont soit très aériens, soit très aquatiques, soit très fluctuants. Et donc, ils ont vraiment la possibilité de sentir les choses, de pouvoir s'adapter aux choses, mais c'est vraiment leur force, c'est l'adaptabilité, c'est pas le cap, en fait. Donc voilà, ça c'était une petite aparté que n'est pas prévue d'ailleurs, mais bon, je pense que c'est pas mal aussi de vous donner des billes qui peuvent peut-être vous parler.
Donc on a dit que cette pleine lune éclipse dans l'axe Verseau-Lion, elle était ressentie par les deuxièmes décans de ces signes fixes. Donc elle est également bien ressentie par les autres signes de feu qui sont Sagittaire et Bélier. Donc ça veut dire qu'il va y avoir, alors bien ressenti, entendons-nous bien, ça veut dire cette pleine lune va pouvoir influencer de façon beaucoup plus fluide les gens des signes de feu. Voilà, parce que ayant lieu dans cet axe-là, de même que la Balance qui est en harmonie au Lion et au Verseau, va pouvoir avoir évidemment une bonne influence. Sauf si évidemment vous avez des planètes qui perturbent un petit peu le flux. Alors je voudrais juste avant passer à cette description de cette éclipse qui commence une période assez particulière pour nous, à un retour sur la nouvelle lune du 23, qui était la première nouvelle lune en Lion, puisque je vous rappelle qu'on en a 2 plus une pleine lune. Moi j'ai trouvé qu'elle était, on l'attendait un peu violente. Moi je l'ai vraiment sentie comme ça. J'ai été vraiment malade, avec un gros nettoyage, mais vraiment malade. Donc, mais par contre, ça a duré 3 jours et puis ça a disparu ensuite. Donc je pense qu'il y a vraiment, on nous pousse, et là comme on va le voir ensemble, il y a quand même pas mal de choses qui nous poussent à nettoyer avant de passer à cette éclipse solaire. Bon, alors le principe de l'éclipse lunaire, c'est de nous renvoyer quelque part notre inconscient de façon plus fluide, puisque la position de l'éclipse lunaire, c'est quand la Terre passe au milieu du Soleil, voilà, dans l'ombre, voilà, la Lune se retrouve dans l'ombre de la Terre, et donc quelque part, il y a cette part d'ombre, elle va permettre aux émotions, donc figurées par la Lune, donc c'est une partielle, hein, c'est pas une totale, c'est une éclipse partielle, elle va permettre de remonter un certain nombre de choses qui étaient plutôt considérées comme étant coincées, quoi. On va dire coincées, peut-être des schémas inconscients, peut-être des choses un petit peu un petit peu bloquantes, mais qui n'avaient pas forcément l'air, qui étaient utilisées comme étant quelque chose de positif. Puis on s'aperçoit que finalement c'est pas positif, et on s'aperçoit parce que cette éclipse sera là. Alors la période je dirais de fonctionnement de l'éclipse, c'est-à-dire sa période vraiment d'influence. Alors elle est d'autant plus grande si c'est votre anniversaire, on est d'accord. Si c'est votre anniversaire le jour de la pleine lune éclipse, ou de l'éclipse solaire, vous allez avoir toute l'année qui va être concernée, d'accord, par cette influence de cette pleine lune ou de cette nouvelle lune éclipse. Donc ça veut dire que vous allez avoir une révolution solaire, c'est-à-dire un thème annuel qui va être coloré de cette vibration supplémentaire de l'éclipse. Mais pour tout le monde, une éclipse, les influences de décantation d'une éclipse, ça peut avoir lieu jusqu'à 6 mois. Il y a des gens qui disent qu'on a les résultats au bout de 6 mois, puis il y en a d'autres qui disent que ça s'échelonne. Ouais, moi, enfin, j'évite d'être aussi stricte dans mes affirmations. Pour moi, en fait, je pense que à partir du moment où ça correspond à aussi des éveils possibles dans notre carte, dans notre thème natal, je pense qu'effectivement les choses vont se décanter de façon fluide ou pas, justement. Ça peut très bien se décanter, l'éclipse, elle va mettre le doigt sur un truc, elle va fournir les situations, opportunités qui vont nous servir à prendre conscience du truc, mais en fonction de notre thème natal, c'est pas parce qu'on a une éclipse que ça va être fluide et que ça va être dans 6 mois. Ça peut être même tout de suite ou ça peut être beaucoup plus tard, mais en fonction de ce qui était prévu et ce qui a été appelé. Donc voilà, au niveau de l'agenda du mois d'août,
Parce que c'est vrai qu'il y avait, alors, il y a presque un agenda pour le mois d'août 2017, c'est un truc. Alors, on avait, donc ça commençait en fait avant, avec la nouvelle lune en Lion, on est d'accord. Mais on a donc cette pleine lune éclipse axe Verseau-Lion. On a ensuite le fameux portail du Lion du 8-8, qui est pour beaucoup considéré comme quelque chose d'important. C'est-à-dire au niveau de l'énergie qui est amenée. Alors ce qui est vrai, c'est que moi, comme j'ai été malade à la nouvelle lune du Lion, j'ai pu voir en me baladant un peu, parce que je vérifie toujours, que les pics de résonance de Schumann sont repartis à la hausse, et que ça, le fait que le 23 correspondait à un pic phénoménal de résonance de Schumann, donc on peut se dire qu'on va prendre, je ne sais pas si vous vous souvenez, en février, on a pris toute une série de vagues qu'on dépotait à un moment donné, on n'était pas bien. Et là, je pense qu'on peut revenir à des pics de résonance de Schumann qui ont l'air de reprendre le même chemin, mais on va voir qu'en fait, j'ai eu une illumination hier, ça arrive, et là, on va voir que non seulement nous, on est impactés, mais qu'en fait, on change. D'ailleurs, c'est le principe de l'agenda point 2, c'est-à-dire qu'il y a une activation des grilles cristallines de Gaïa du 11 au 13 août. Alors, ne me demandez pas, moi j'ai juste pris l'agenda. Ce qui veut donc dire que les énergies collectives et ascension de Gaïa seraient vraiment ouvertes à ce moment-là. Moi, pour moi, je vais vous montrer, pour moi, c'est ouvert déjà. Donc, je sais pas. Je sais pas sur quoi ça repose, etc. C'est des dates que je retrouve partout, donc je vous les donne, parce que si je les retrouve plusieurs fois, je me dis qu'il faut que je vous les donne. Mais voilà. Je sais pas plus. C'est que ça doit parler à certains d'entre vous. Un truc qui me parle à moi et qui va vous parler à vous, je suis sûre, de façon trop sympa, c'est Mercure rétrograde à partir du 14 août jusqu'au 5 septembre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il commence le 14 août et qu'il s'arrête le 5 septembre. À chaque fois, c'est ce que je vous dis, il y a un truc trop sympa dans les planètes rétrogrades, c'est qu'elles ont leur zone de stationnement, donc qui commence, on va dire, à l'éclipse, d'accord, autour du 7. Donc lui, il est en stationnaire, je crois, autour de 11 degrés, il me semble, de la Vierge. Et puis il va revenir, ouais, c'est ça, jusqu'à 28 degrés du Lion, le 5 septembre. Donc ça veut dire quoi? En fait, cette année 2017, on a Mercure rétrograde dans les signes. On a toujours trois périodes de Mercure rétrograde. Cette année, c'est dans les signes de terre. Donc les signes de terre, ça veut dire, Mercure c'est vraiment le mental, hein, c'est vraiment l'analyse des choses. Et donc à chaque fois dans les signes de terre cette année, on nous enlève notre analyse, on nous demande plutôt de changer notre analyse sur un certain nombre de choses qui sont liées à la matière. Cette année, hein, pour les signes de terre. Donc l'an dernier c'était plutôt le feu, je crois, donc c'était sur la manière de concevoir et d'appréhender l'énergie. Là, c'est vrai, ou la création, et là, c'est vraiment la façon dont on voit la matière. Alors, en avril, de mémoire, on a eu une rétrogradation de Mercure en Taureau. Donc, ça nous a fait bloquer un certain nombre de choses qui sont liées à la matière, au corps, au bien-être, vraiment à la réflexion sur le corps et la matière. Là, Mercure va rétrograder en Vierge. Donc, Mercure, c'est son signe, hein, la Vierge. Donc, mais c'est l'analyse, le détail, le quotidien aussi. Donc, je pense qu'on va nous demander une analyse plus fine de notre façon d'interagir sur le quotidien, sur les choses qui sont proches de nous, sur la matière qui est proche de nous. Comment est-ce qu'on la voit? Comment est-ce qu'on l'utilise? Comment est-ce qu'on... ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on l'utilise en conscience, en fait? Je pense que le fait de nous bloquer sur un certain nombre de choses de notre organisation, alors là, ça risque d'être sportif, hein, parce que Mercure qui rétrograde en Vierge, au niveau de l'organisation, je pense qu'on va faire waouh. C'est parce que, je rappelle ce que c'est que des Mercure rétrogrades. Ah, on a le choix. On a des pannes en tout genre, au niveau... Alors, c'est pas les pannes électriques
du mois dernier. Non, non, non. Les pannes électriques étaient des pannes électriques liées à une surchauffe Uranus-Mars. Non, là, on est dans des pannes matérielles, donc ou électroniques, donc ou informatiques. Donc, on est sur quelque chose qui est lié. Donc, Mercure, c'est le transport. Donc, vous pouvez avoir des pannes de train, mais cette fois vraiment de train, c'est-à-dire liées au matériel du train ou à l'électronique du train. Je pense à la gare Saint-Lazare, de Montparnasse. On peut avoir donc des bouchons à répétition qui nous font arriver en retard, donc gestion de notre organisation. On peut avoir aussi des problèmes avec l'informatique. Alors moi, j'ai observé un truc super étrange. Chaque fois que Mercure est rétrograde, le son de mon ordinateur disparaît et il revient après. Mais sur le coup, moi, je me débrouille quand même en informatique. Et le truc disparaît. Donc, je bidouille de la carte son et tout, mais il n'y a rien à faire. Donc, il faut que je trouve un autre moyen d'enregistrer les vidéos. Donc, on peut avoir des problèmes de téléphone aussi, puisque tout ce qui est réseau, télécommunications, informatique, etc. Et puis, évidemment, alors, Mercure en Vierge, ça va aussi être la communication, mais qui est la communication, la façon dont on communique sur notre quotidien, ou la communication des médias, ou la communication... alors, évidemment, ça ne sera jamais autant que le Mercure en Gémeaux, qui est la communication médiatique par excellence, mais là, c'est quand même l'écrit. Donc, qu'est-ce qui peut se passer quand vous écrivez quelque chose ? Relisez. Je vous conseille de relire, parce que c'est le genre de truc... on dicte un texto, puis le machin, il va écrire complètement autre chose, puis on va faire envoyer et on va écrire un truc absolument horrible à quelqu'un qu'il fallait pas. Donc, ça peut être ça, hein. Ça, à la limite, c'est rattrapable. Mais il peut y avoir des choses écrites qui sont dans le domaine du pas vérifié, d'autant que, je vous le dis, Mercure sera opposé à Neptune en Poisson, et Neptune en Poisson, lui, il va flouter, c'est-à-dire qu'il va vous empêcher de comprendre que vous avez fait une erreur. Donc ce qui fait que la boulette, elle peut être pas mal, je pense. Il y a vraiment une incapacité, enfin l'opposition, c'est toujours moins grave que le carré, entre guillemets, c'est-à-dire que ça nous demande un équilibrage, c'est-à-dire on va nous demander d'aller chercher notre intuition et de surtout pas chercher à y mettre le mental en travers. Surtout que ce Mercure va être conjoint à Vesta. Donc Vesta, c'est l'astéroïde qui nous ramène nos vies antérieures, qui nous demande de brûler tout ce qui n'a plus lieu d'être en fait, de nous libérer de toutes les énergies qu'on transporte et qui n'ont plus aucune raison d'être là. Et donc cet équilibrage, il risque de se faire à notre détriment, d'accord ? Surtout que là, on est sur une espèce à cheval entre la maison 1 et 2, donc à cheval entre la maison 7 et 8 de l'autre côté, donc vraiment des histoires de transformation, notamment si votre communication, elle se base sur de l'argent, sur un héritage, sur des choses comme ça, s'il vous plaît, relisez. Relisez et vérifiez les destinataires, vérifiez que vous envoyez ça par la poste et que c'est arrivé, parce que là, à partir du 14, mais même à partir du 7, jusqu'au... puis alors, les périodes stationnaires, du 7 au, on va dire, au 20, c'est toujours là que Mercure est dangereux. Où les planètes rétrogrades, c'est au moment où elles s'arrêtent, donc dans cette zone stationnaire, qu'il y a des choses parfois étranges qui se déclenchent, et en tout cas, les événements, pour moi, ils ont lieu là. Ou en sortie totale, donc lors de la reprise du 5 septembre. D'accord ? Donc voilà, ça c'est mon petit aparté sur Mercure rétrograde. Je ne vais pas vous faire peur avec, mais sachez que justement, quand il vous arrive une panne de voiture, une panne de je ne sais pas trop quoi, des retards de transport, de machin, etc., vous énervez pas. Si vous voyez que vous continuez, en plus qu'il y a plein de choses étranges que vous ne comprenez pas, n'allez pas plus avant. L'énergie, elle est là pour tout le monde. Donc vous avez simplement épongé cette énergie qui correspond à quelque chose dans votre thème, et donc vous êtes en train de l'expérimenter. Donc soyez conscient de cette énergie que vous avez été chercher.
D'accord? Vous l'avez utilisé pour quelque chose. Donc, prenez cette conscience, prenez un petit peu de distance par rapport à l'analyse de cette énergie, un petit peu comme on a eu avec les pannes électriques. Vous voyez bien qu'il y a eu des pannes électriques partout. Il y a des feux de forêt partout. On va voir pourquoi d'un seul coup. Voilà. Et on voit les choses qui sont données à tout le monde. Comment elles se matérialisent. On a de plus en plus de choses qui se matérialisent facilement. Donc facilement, ça veut dire quoi? Ça arrive aussi dans le collectif. Maintenant, il va falloir qu'on prenne en compte cette dimension collective de reliance qu'on a tous. Et donc les choses qui arrivaient sporadiquement à l'un ou à l'autre, machin, elles vont arriver maintenant, et on va voir avec la lune, notre pleine lune éclipse, qu'on remonte des choses collectives. Voilà. Donc, ça, c'était mon aparté sur Mercure rétrograde. Donc, commençons la pleine lune éclipse. Alors, cette pleine lune éclipse, elle a lieu donc pour Paris, dans la maison 1 chez nous, donc axe Verseau-Lion, donc moi et les autres. Donc évidemment, maison 1, maison 7, le relationnel, les contrats, le mariage, le relationnel global, un petit peu distant, le travail, les contrats de travail avec les autres. Alors ce qu'on remarque tout de suite, c'est que cette pleine lune éclipse, elle est... Il y a quelque chose qui doit être pris en compte, c'est que la lune, donc qui est en face du soleil, puisque c'est le principe de la pleine lune, n'est pas très loin du nœud sud collectif, puisque je rappelle que cet axe de nœud nord est entré en Lion il n'y a pas longtemps, donc pour pouvoir définir un nouveau 1, une nouvelle façon d'être en unité les uns avec les autres. Ce qui veut dire que c'est plus la façon solaire de l'ego, c'est vraiment une nouvelle unité, mais pour pouvoir trouver une nouvelle unité entre nous, il faut aussi déconstruire les anciens schémas et croyances limitantes du collectif, pour pouvoir ne plus avoir peur de se lier les uns aux autres, en fait. Donc on va avoir tout un passage où on va nous demander de déconstruire les peurs et croyances limitantes et anciens schémas liés à nous tous, entre nous, quoi. À nos différences, au collectif, aux peurs qui ont été engendrées par plein de mouvements sympas comme les exils, les déportations, l'esclavage, enfin voilà quoi, les mots ne me viennent même plus tellement il y en a. Donc voilà, c'est des choses qui vont être sous d'autres évidemment, sous d'autres... mais le principe, sous d'autres manifestations qui vont être mises en place, mais le principe, en fait, de l'énergie restera le même et ça sera bien celui-là qu'il faudra traiter. Le 7, on a cette lune qui s'approche du nœud sud, c'est-à-dire que la lune, on est d'accord, c'est l'émotionnel. Le Verseau, c'est le collectif. Et le nœud sud, c'est toute la merdasse qui a été engendrée dans des vies passées. Donc on est face à quelque chose qui a ce goût-là, qui ressort, donc une espèce d'émotion collective un peu négative, qui ressort et qui demande à être traitée par le soleil, donc c'est-à-dire par l'ego. Oui mais, ne pas oublier que rapidement Mercure sera en rétrogradation, donc un peu l'analyse pas forcément très nette du fait qu'en plus il soit opposé à Neptune. Et ce soleil, il est d'un côté encadré par le nœud nord, donc, c'est-à-dire la nouvelle unité, Mars, donc il y a une conjonction Mars-Soleil en Lion, donc qui est un truc militaire, et qui rayonne et qui précipite les actions. Mars en Lion, c'est un truc, il ne va pas se poser de questions, hein, surtout si son mental ne répond pas. Hein. Donc il va y aller. Hein. Il va y aller. Il a une émotion qui remonte, paf, action-réaction. Hein. Boum, réaction justement. Donc un truc pas net. D'autant que on a un sextile de Jupiter en Balance. Alors, le Jupiter en Balance, qu'est-ce qu'il fait ?
en maison 8 pour nous, donc il est en pleine transformation. Donc il dit, bon, je vais transformer cette pleine lune éclipse et je vais lui envoyer mon expansion, puisque Jupiter, c'est la joie, le dynamisme, l'expansion. Donc en plus, il va aller exagérer, il va aller augmenter la confiance que cette conjonction Mars-Soleil a. De même qu'il va augmenter le fait d'être en trigone à la Lune, en Verseau, il va augmenter l'émotion qui va être ressentie. Et quand je me disais, c'est une augmentation, le Jupiter sextile, c'est Soleil-Mars, je me suis dit, mais ça va être une surdimension de l'ego. Et au même temps où je dis ça, j'entends, c'est une accentuation du rayonnement. Regarde bien. Alors, je dis accentuation du rayonnement. Eh bien oui, ça veut dire que j'ai bien compris que on est déjà dans les énergies collectives. Accentuation du rayonnement, c'est bien ce qu'on vit actuellement dans le sud de la France. Cette accentuation du rayonnement, elle est là pour aussi sécher. Et cette opposition de Mercure-Neptune, c'est également le fait de ne pas comprendre pourquoi il ne pleut pas, de ne pas comprendre cette histoire de sécheresse, etc. Donc, on a bien une accentuation du rayonnement, mais ce n'est pas positif. C'est quelque chose qui va pousser pour qu'on puisse avoir, via ce point climatique et d'énergie collective, et là on est bien sur de l'énergie collective, mais qui va rebondir sur de l'énergie individuelle, sur des actions qui seront individuelles. Et c'est ce Jupiter qui accentue ce rayonnement Mars-Soleil en Lion, qui est déjà phénoménal, et qui sèche tout. Et qui va poser des problèmes, et qui va donc, on est d'accord, qui ne va pas forcément s'arrêter tout de suite, parce que même si le Soleil passe vite, ça passe moins vite avec Mars, donc on risque d'avoir encore des périodes de sécheresse qui vont durer, puisqu'on n'est pas sur quelque chose, sur un jour particulier, sur un jour lambda, je veux dire, on est vraiment sur un jour particulier, on est sur un jour de pleine lune éclipse. Donc un truc qui a une valeur durée. Alors je veux bien que le temps, c'est le temps présent, mais là, on est sur quelque chose qui pousse l'énergie collective. Et cette accentuation du rayonnement, elle est voulue pour pouvoir justement accentuer le rayonnement, c'est-à-dire pousser que ce soit le climat ou que ce soit les gens à l'extrême. Donc on pousse les égos à l'extrême, on pousse la nature à l'extrême, ce qui évidemment, on a en plus ce Jupiter qui pousse, mais il est carré toujours Pluton, hein. Et le Pluton, il est en Capricorne, conjoint notre ascendant de pleine lune éclipse. Donc ça veut dire quoi? Pluton, lui, il est top aussi pour la transformation, c'est son dada. Et transformation en profondeur, puisqu'il est en Capricorne, sauf qu'on est d'accord, lui, il est aussi toujours plus ou moins carré à Uranus en Bélier. Donc je pense que les feux de forêt, de machin, compte tenu de ce qu'on voit, vont continuer, et difficulté à les maîtriser. Parce que l'énergie collective, et donc qui remonte, qui doit faire remonter cette énergie collective de la Lune en Verseau. Donc la peur de quelque chose d'uranien, le Verseau, et puis ce feu Mars-Soleil en Lion. C'est du feu, ça. On est sur du feu. Donc il y a une peur ancestrale avec ce nœud sud qui remonte certainement des incendies, certainement de la terre brûlée, certainement des choses qui sont liées à la guerre. Mars-Soleil en Lion, c'est aussi de la guerre. Donc on est en train de transmuter collectivement avec ce genre d'énergie ces choses-là. Vous voyez, avec le Jupiter qui pousse, Pluton qui transforme, et Uranus qui est là pour le collectif. Donc on a vraiment quelque chose qui est très... qui pour moi, alors même si effectivement la grille cristalline, on dit bon, du 11 au 13, après je sais pas, peut-être que vous avez plus d'infos que moi, et que vous comprenez ces choses-là. Donc pour moi, ça me parle
pas terrible. Donc, même si je comprends le principe, hein, je comprends complètement. Maintenant, de donner une date d'activation, pour moi, c'est déjà actif, hein, sachez-le. Voilà, je comprends bien le principe de l'activation des énergies de Gaïa, mais pour moi, c'est pas du 11 au 13. La preuve en est, pour moi, c'est déjà actif. Hein. Sinon, on n'aurait pas ces choses de remise en route d'émotions collectives. Bon. Donc, pour moi, donc voilà, la lecture de la pleine lune éclipse, c'est ça. C'est vraiment les énergies collectives et individuelles qui semblent être parallèles et interconnectées maintenant, pour que l'individu soit capable de transmuter, d'ailleurs, n'importe quel individu touché par le truc. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est déjà relié, parce que c'est finalement n'importe lequel d'entre nous qui est touché par ça a ce pouvoir-là, en fait. On est sur un partage des tâches. Pas mal. Pas mal. Alors, cette pleine lune, elle est aussi, pour faciliter les choses, elle est trigone à une conjonction qu'on a déjà vue lors de la nouvelle lune, et qui continue, qui est le Saturne lune noire, en Sagittaire. Donc, le Saturne lune noire en Sagittaire, lui, signe de feu, donc trigone à cette pleine lune éclipse, trigone sextile, hein, d'un côté trigone au soleil, sextile à la lune. Donc on est d'accord que lui, de façon fluide, il va ramener les parts d'ombre pour les structurer. C'est-à-dire qu'il va pouvoir amener donc une explication, pas rationnelle, mais une explication qui va remonter, bon, on ne sait pas où, donc avec ses parts d'ombre de la lune noire, mais dès lors qu'on va réussir à comprendre où est la réalité, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a en fait un détachement de la réalité 3D. C'est-à-dire qu'on perd nos repères. Grâce à la lune noire, finalement, on se décroche de l'aspect sagittaire 3D, et la lune noire commence à instiller le fait qu'il y a une autre réalité. Et donc Saturne est en train de se laisser finalement convertir, entre guillemets, parce que Jupiter, c'est la foi aussi, donc Saturne est en train de se laisser convertir, d'autant que Jupiter fait un sextile à cette conjonction, donc il apporte son soutien, son dynamisme et son mouvement. Donc, il y a bien une autre réalité. Vas-y, donne-toi la peine, essaie de creuser, essaie de vérifier les nouvelles lois, essaie de les expérimenter pour voir. Et on voit que ça marche. En fait, il n'y a pas de blocage à la manifestation. On voit que les choses, finalement, de cette nouvelle réalité, si on les emploie, elles fonctionnent. Du coup, Saturne se dit, ouais, ça a l'air de marcher. Du coup, on va vers quelque chose qui va pouvoir être mis en place, en tout cas être sollicité et être donc remonté, sollicité, identifié, trié, mais trié avec une certaine rigueur. D'accord ? Il n'y a pas d'analyse là-dedans, c'est de la foi, puisque je vous rappelle que Mercure est HS et que Neptune, lui, il est en face. Donc, ni l'intuition, ni machin, c'est vraiment le facteur d'âme et de foi qui va dire mais oui, ça marche, donc c'est l'analyse du concret, c'est l'expérimentation via le concret. C'est pas l'expérimentation via l'analyse ou via l'intuition. C'est directement l'expérimentation dans le concret, dans la matière. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette nouvelle réalité, ce qui est normal, puisque tout est un, le spirituel et la matière deviennent un. L'ancienne matière 3D était dualité, ce qui fait qu'on avait une séparation de la matière et de l'esprit, entre guillemets, qui faisait que quand on pensait à quelque chose, il se passait autre chose. Aujourd'hui, on a réunion des deux. C'est-à-dire que on peut très bien expérimenter les choses qu'on a de notre mission de vie, par exemple,
mais uniquement dans la matière. Sans passer par l'intuition, sans passer par l'analyse, donc sans passer par les phases Neptune-Mercure, vraiment quelque chose qui soit de l'ordre de la foi d'un côté, puisqu'il faut, pour pouvoir aller chercher l'expérimentation alors qu'on n'a pas de base, il va falloir monter l'expérience, donc avoir une sorte de géométrie qui va dire bah ça me plaît, j'ai envie de tenter les choses. Donc Jupiter, il y a un facteur chance aussi, c'est-à-dire que bah, il fait un sextile à Saturne, donc il est facteur chance, il a envie. Voilà. Donc il a envie, donc il matérialise. C'est ça maintenant la chance. On a envie, on matérialise. Donc il y a quand même des choses qui changent au niveau de notre collectif et au niveau de notre façon de voir les réalités en fait. On a deux réalités c'est ça que ça montre en fait. On a deux réalités qui se côtoient complètement en fait. Dans les aspects qui restent et qu'on n'aurait pas vu, on a donc Chiron en maison 2. Bon, il y a une espèce de schéma parallèle qui est lié à l'énergie féminine. Donc une Vénus en Cancer qui est opposée à l'astéroïde Junon en Capricorne. Donc les filles, elles sont pas très d'accord sur la façon d'exprimer leur féminité. Junon, c'est vraiment le partenaire idéal, c'est le fait d'être vraiment dans la société, d'avoir une bonne image, etc. Et Vénus en Cancer, bah, c'est vraiment l'aspect plutôt féminin maternel, féminin gourmand, féminin voilà, qui a envie d'un peu de se laisser aller, qui a envie de se cocooner, qui a envie, voilà, et qui a envie que, ben, si elle a envie de sortir sans être maquillée, elle veut sortir sans être maquillée, mais elle a envie d'être bien. Alors qu'une Junon en Capricorne, elle dit, bah non, c'est le social, s'il faut qu'on sorte, si machin, il faut être bien, il faut être ceci, il faut être bien habillé, il faut blablabla. Donc il y a une espèce d'équilibrage à faire entre ces deux trucs, entre ces deux aspects, ces deux planètes, un astéroïde et une planète. Et c'est pas forcément évident parce que c'est dans les maisons 6-12, donc on se rend compte que ça peut poser quand même un vrai problème d'énergie féminine qui n'arrive pas à se positionner vis-à-vis de l'exposition, parce que Junon, elle voudrait sortir, mais elle est en maison 12, donc elle est un peu cachée quand même. Et Vénus en 6, elle est dans le quotidien, elle est dans tout ce qui est chronique, dans tout ce qui est... Alors Vénus en Cancer en 6, ça peut être aussi des petits ennuis chroniques, hein, féminins, hormonaux, des choses comme ça qui sont pas très sympas. Parce que voilà. Et puis il y a cette Vénus qui est carrée à Jupiter, donc il y a un problème de l'égalité aussi. C'est-à-dire que Jupiter est en balance, et donc Vénus carrée à Jupiter dit mais moi j'ai pas envie de me marier, quoi. J'ai pas envie de supporter l'aspect légal de la famille, j'ai pas envie de tout ça. Donc encore une fois un peu la même chose que Junon. Et le tout, c'est aussi carré à Chiron en Poisson qui dit écoutez, moi donc en 2, donc les attachements. Donc qui dit non, moi je n'ai pas à gérer vos problèmes d'attachement, je n'ai pas à faire ça, c'est-à-dire que c'est autrement qu'il faut soigner, il faut avoir un véritable amour, c'est seul, puisque Vénus est en trigone à Neptune, donc c'est vraiment l'amour idéal qui est en dehors des schémas toxiques, en dehors des attachements, en dehors des schémas de dépendance affective, et Chiron est juste en train de dire, moi j'ai pas à transformer un truc lié aux attachements qui vous convient pas, c'est débarrassez-vous, soyez dans l'amour idéal, soyez vraiment dans l'amour idéal vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre image, et vous allez attirer l'amour idéal dont vous avez besoin, et pas celui que vous avez vu sur une liste ou un machin, quoi. Donc il y a aussi un process de ramener l'extérieur sur l'intérieur qui dit mais finalement quelle sorte d'amour vous portez à vous,
comment vous transmutez, comment vous utilisez vos schémas intérieurs et comment vous utilisez la légalité par rapport à ça. Il ne faut pas que la légalité, le mariage, que la société, le regard, l'exposition, ce qu'on va dire de vous, ce qu'on va penser de vous, etc., ça rentre en ligne de compte. Ça n'a pas à rentrer en ligne de compte. Et ça ne rentrera pas en ligne de compte si vous savez d'abord vous amener l'amour idéal à vous. C'est-à-dire, comment est-ce que j'aimerais qu'on m'aime? Est-ce que moi, je m'aime comme ça, déjà? Est-ce que moi, je suis capable de penser à m'aimer comme ça? Est-ce que je suis capable de m'aimer, finalement, en dehors de ce qui... des apparences, c'est-à-dire j'en ai rien à foutre de ça, mais moi je sais que je suis ça, donc le jugement ne m'atteindra pas en fait. Donc j'arrête de me juger, de ce fait-là, je vais arrêter de juger les autres aussi. Et je pense que il y a aussi vraiment la possibilité d'arriver à aller chercher cet amour dont on a besoin, qui existe, mais qui pour l'instant nous paraît très loin, mais dans le quotidien il existe. Il est formaté pour arriver. Simplement, il n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il y ait cet amour idéal Vénus, Trigone, Neptune. Donc Vénus, Neptune, c'est juste l'amour inconditionnel. Donc passons le stade de l'amour inconditionnel. Quand on sera capable de s'aimer soi-même, ça ne veut pas dire se déresponsabiliser, hein, parce qu'on a toujours, je vous rappelle, cette expérimentation dans la matière, elle est soumise à Saturne, lune noire, et donc Saturne, c'est bien la planète de la responsabilité. Donc prenons nos responsabilités, mettons des vraies actions, d'ailleurs, dans ces actions précipitées de la Lune et du Soleil, cette quinzaine, on a un magnifique trigone Saturne, de la nouvelle réalité. Ce qui indique que si on est sur la nouvelle réalité, on va canaliser complètement cette énergie Soleil-Mars et on va l'utiliser pour des actions qui vont être des actions vachement constructives et qui vont matérialiser ce dont on a besoin. Et donc, qui vont aussi pouvoir vraiment nous faire nous dépasser, etc. etc. Et c'est vraiment le truc qui va nous être proposé aussi au niveau affectif. C'est vraiment de nous unifier, nous à l'intérieur, en passant un stade aussi au niveau de l'affectif qu'on peut se donner et qu'on peut donner aux autres, mais c'est aussi le fait de comprendre que la façon dont on se traite, la façon dont on pense à soi, la façon dont on va vraiment trouver les mots pour être en paix à l'intérieur, parce que c'est ça, Eric a tiré la paix, j'ai vu dans les vidéos de Naïd Kaba aussi qui avait tiré la paix, c'est vraiment intéressant de pouvoir utiliser cette paix intérieure et d'y revenir, et c'est ce que nous demande ce trigone Vénus-Neptune. C'est un truc de paix intérieure, de bien-être intérieur et d'amour inconditionnel, qu'on peut ensuite pouvoir mettre dans la matière, la nouvelle matière, pour recevoir cet amour inconditionnel, qu'on est capable de donner et donc de recevoir après. Donc voilà, pour moi, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal parce que je vois que j'ai déjà encore passé pas mal de temps. Alors, on va tout de suite passer. Donc, pour l'astro, c'est terminé. Je passe à la numéro. Alors, ce qui est intéressant en numéro, le 7-8-2017. Alors, je vous rappelle que moi, je prends les deux façons de compter. Ce que j'appelle façon de compter sur chemin de vie, c'est-à-dire c'est le comptage en réduction de la date, et le but de vie qui va être la somme totale de tous les chiffres de la date. Donc, pourquoi le chemin de vie? Le chemin, c'est pas le but. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans votre GPS, que vous voulez aller à Marseille, vous avez un chemin. Surtout moi qui habite à Paris, il y a un chemin pour aller à Marseille. Et c'est ce chemin de vie-là qui va être les vibrations qu'on va expérimenter. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les vibrations du chemin. Parce qu'avant d'aller à Marseille, il faut que j'ai fait la route. Et après, une fois que je suis à Marseille, d'autres vibrations viendront. Donc, dans notre cas, les vibrations du chemin sont 7, 8 et 1. Donc 7 pour le 7 août, 8 pour août
et 1 pour 2017, ce qui nous fait 16. La maison Dieu. Alors la maison Dieu, on sait, hein, c'est la transformation, c'est un truc en général qui est vraiment super pas bien pris pour les gens qui tirent le tarot. Transformation, écroulement, catastrophe, ruine. Moi j'ai trouvé que... alors, c'est la soudaineté aussi, hein, parce qu'on voit que c'est quand même frappé, il y a un truc qui explose, il y a des flammes qui sortent d'en haut, il y a des trucs qui tombent, et il y a les petits personnages qui sont tombés. Et la tête, la première. Donc en fait, ce que moi, alors évidemment, c'est l'éclair, c'est le soudain, c'est la révélation, c'est la foudre, hein. La pluie d'espèces de petits trucs là, de petites boules. Alors les petites boules, je me suis amusée à compter. Donc il y en a 13 rouges, 13 blanches et 11 bleues. En fait, donc le rouge, on est d'accord, ce qui tombe, c'est de l'énergie, d'accord? Donc il tombe de l'énergie. Il tombe aussi tout ce qui est la sagesse, la spiritualité, puis la blanche, c'est la lumière. Donc il tombe aussi de la lumière sur la terre. Donc c'est plutôt quelque chose de positif en fait. Ça va ensemencer la terre que vous avez en bas. Donc en fait, cet accident qui arrive, cette soudaineté, cet effondrement soudain qui arrive et qui décapite la tour. Alors je vous rappelle quand même que la tour, l'histoire de la tour de Babylone, dans la Genèse, je crois que c'est juste après le déluge. Enfin, juste après. Non, il y avait quand même des gens, donc il y avait. En tout cas, c'est un peu après le déluge. On a des gens qui parlaient tous la même langue et puis décident pour pouvoir, au niveau des apparences et au niveau de la gloire et de la notoriété, de construire une tour qui irait jusqu'à Dieu pour qu'il puisse venir s'il a envie. Et Dieu a trouvé ça moyen drôle. Donc pour pouvoir déjà intervenir, il a brouillé les langues et donc plus personne ne parlait la même langue. Donc déjà ça a été un petit peu compliqué. Et puis ensuite, il est intervenu pour détruire ce bâtiment qui n'était pas fait selon la connaissance et la sagesse. Donc il frappe, on voit les éclairs divins qui frappent le toit. Alors on peut se dire que c'est aussi le siège du mental, on frappe la tête, de façon à pouvoir permettre, je dirais, l'introduction du divin, de l'esprit, enfin de ce que vous voulez dans la matière. Et ce que vous voulez, là, cette introduction du divin va ensemencer par ces petites boules, finalement, ce qui va se passer après. Ce qui n'est pas complètement... parce qu'après, la lame 17, c'est l'étoile, hein, donc avec un calme et un équilibrage absolument phénoménal. D'accord? Donc, on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la révélation. Alors c'est marrant parce que quand j'ai sorti la carte, je me suis dit tiens oui c'est une révélation en fait, mais révélation c'est aussi le nom grec de l'Apocalypse. Et c'est marrant parce que la semaine dernière j'étais chez ma maman et quand j'ai commencé à travailler la pleine lune éclipse et que j'ai ouvert pour vérifier la Genèse, et bien c'est le 16e chapitre de l'Apocalypse qui décrit la chute de la tour de Babel. C'est rigolo, hein? Enfin, je sais pas si c'est rigolo d'ailleurs. Je sais pas si c'est rigolo, mais en tout cas, c'était surprenant. J'étais un peu surprise. Donc voilà. Le 16, on est d'accord, c'est 4 x 4. Donc on a une vibration de l'empereur et de la matière, mais qui est de la matière plus plus. C'est-à-dire vraiment une ouverture vers un nouveau paradigme, entre guillemets, une nouvelle réalité. On a quelque chose donc qui est plus que ce qu'on a l'habitude d'avoir. D'accord? C'est la matière
en plus en point 2 quoi. Alors ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que le 16 plus 1, donc qui correspond au but de vie, au but quand vous faites 7 plus 8 plus 2 plus 1 plus 7, ça donne 25, donc c'est le chariot qui sort. Et le chariot, lui, en fait, il est bien avant la tour, la maison Dieu. Mais c'est assez marrant parce que le chariot, lui, il parle pas encore de divin. Il parle d'équilibrage, de maîtrise de ses pulsions. On voit avec les chevaux rouges et bleus. Donc maîtriser ses pulsions, ses instincts, ses machins pour prendre la maîtrise de sa vie et triompher finalement sur la maîtrise de sa vie. Mais on est sur quelque chose de complètement matériel. Il n'y a pas encore l'introduction du spirituel dans le chariot. Il y a un triomphe, il y a quelque chose d'une victoire, il y a quelque chose mais c'est la victoire de la maîtrise de notre matière. Alors que là on a, dans la même vibration, mais vibration un cycle plus haut, on a bien l'introduction du spirituel dans la matière. Et donc quand en fait, derrière, on fait le but, c'est-à-dire qu'on calcule tout le truc et qu'on retrouve le chariot, ben quelque part on retrouve aussi une nouvelle réalité d'expérimentation que par la matière, de ce que je disais tout à l'heure. Bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais moi j'aime bien. Enfin, il y a des fois des trucs qui me viennent, donc je vous les livre, hein, parce que si ça me vient, c'est que ça peut parler aussi à des gens. Le 16, c'est pas que 4 x 4, c'est 2 x 8 aussi. Et 2 x 8, eh bien, est-ce que ça peut pas être pour certains l'expérimentation via des situations karmiques, donc du nettoyage karmique? Ça doit être ça aussi. Donc attention, le 2 c'est les autres, le 8 c'est le karma, donc il peut y avoir encore un peu de nettoyage karmique, donc des situations qui se présentent et qui sont un peu karmico-nettoyantes, voilà. Donc ayez bien cette conscience de tout ça. Donc dans la moralité de tout ça, enfin, il y avait aussi le fait on fait du vide, hein. Les petites boules, elles vont ensemencer le truc, mais on a besoin de faire du vide finalement pour pouvoir accueillir la nouvelle réalité. Donc la moralité de cette maison Dieu, c'est que tout ce qui est collectif finalement et qui n'est pas juste, va dégager. Quelque part, c'est un peu parce que quand c'est pas au profit du collectif, mais c'est vraiment au profit de l'apparence, que c'est pas en conscience en fait. Le truc, il n'a pas de raison d'être. Alors pour finir avec mon dada, le 16, c'est aussi Ayin. Alors ce qui est marrant, c'est que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais je vous remontre. Vous voyez la forme de Ayin? Et vous voyez le petit personnage, en fait, et ben ils ont la même position. Donc on a, dans le tarot de Marseille, on a un Ayin, finalement. C'est rigolo, hein? On a le personnage du bas, c'est Ayin. Alors le Ayin, sa valeur c'est 70, hein, donc c'est pas non plus anodin, c'est les 70 niveaux de lecture de la Torah, c'est les 70 nations qui étaient recensées à l'époque de la Genèse. Bon, Ayin, c'est l'œil, on voit le truc au milieu, c'est l'œil, c'est la source, c'est la conscience de l'unité. C'est-à-dire que pour Ayin, c'est vraiment les idées fausses, les illusions, tout ça se dissipe dans la conscience de la lumière. Donc on voit qu'il y a une espèce de miroir de l'âme, et tout ce qui passe au crible de ce rayonnement, finalement, est dissous. Ce qui est marrant aussi, c'est ce Ayin, il est lié à Aleph, c'est les mêmes lettres de démarrage. Donc en fait, on se retrouve avec la lettre 1 à chaque fois. Et donc on se demande, on peut aller sur le fait que Ayin aussi est peut-être lui aussi le démarrage
d'une nouvelle réalité, d'un nouveau cycle, voilà. C'est le premier jour de quelque chose, puisque Ayin et Aleph ont tous les deux une valeur 1 au démarrage, et on sait le poids du Aleph dans l'unité. Donc, le Ayin doit véhiculer également aussi une nouvelle unité. Voilà, j'ai été très très longue, donc excusez-moi, vous ferez ce que vous voulez. Profitez bien de cette pleine lune éclipse. Vraiment intégrer le fait que toutes ces énergies, elles sont maintenant individuelles et collectives, et que quand il vous arrive quelque chose, prenez de la distance pour pouvoir ressentir si cette énergie, elle a quelque chose à voir à faire avec vous, ou si simplement vous l'avez épongée et que vous êtes en train d'expérimenter un truc que vous n'avez pas expérimenté. Donc soyez vraiment à chaque fois en conscience de ce qui vous arrive pour que ça puisse vraiment être productif et surtout enrichissant pour vous et pas souffrant. Voilà, je vous embrasse très fort. Profitez bien de tous ces agendas, de tout ce qui est en train de nous arriver, une période riche. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.